bonjour à toutes et à tous pour cette troisième matinale de l'OFDT qui est consacrée aujourd'hui en plein cinquième mois sans tabac aux actualités du tabac et du tabagisme en France. Nous allons commencer donc ce webinaire. Vous êtes actuellement 135 en ligne sur notre chaîne YouTube. Il nous a donc semblé intéressant à l'Observatoire français des drogues et toxicomanies pour ce cinquième mois sans tabac de faire cette troisième matinale autour des questions d'enjeux et d'actualité du tabac et du tabagisme en France. On verra pourquoi on fait cette distinction entre tabac et tabagisme en France. Avec donc un recul pour l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, maintenant de près de 20 ans, sur ces questions d'usage de tabac et des questions du tabagisme en France, mais aussi de pouvoir valoriser les recherches récentes, qu'elles aient été terminées récemment, comme le programme Pétale, ou qu'elles aient débuté il y a quelques mois, comme le projet de recherche interventionnelle de réduction du tabagisme en prison, Tabac-Prix. Alors, selon le format de retenu pour ces matinales en ligne, nous allons tout d'abord avoir 3 présentations, puis un temps d'échange avec vous via donc les commentaires sur YouTube. Un deuxième temps de présentation que je vais vous détailler, et puis donc ce séminaire, ce webinaire sera conclu via la technique et la projection donc en distanciel avec Karine Galopel-Morvan qui est professeure en marketing social à l'école des hautes études en santé publique à Rennes et qui interviendra donc de Rennes et en visio avec nous. Donc on a donc 3 temps sur cette matinale, ponctués à chaque fois donc de deux échanges en interaction. Donc on prendra vos questions, n'hésitez pas donc à les poser tout au long de la matinée. Fabrice Guilbault, responsable de l'unité Focus, les notera et les retranscrira aux intervenants, puisque on a fait le choix à l'OFDT de filmer ces webinaires en direct. Donc on est dans les conditions du direct chez nous, on est même complètement en direct. Et donc les intervenants vont venir se succéder au fur et à mesure au pupitre. Donc dans un premier temps, sur la première séquence d'intervention sur les actualités du tabac en France, nous allons avoir 3 interventions. La première de Marc-Antoine Douchet sur l'évolution des politiques publiques et des niveaux d'usage chez les adultes. La seconde d'Olivier Lenézet sur les évolutions depuis 20 ans des interventions, des usages chez les adolescents. Et puis, troisième temps d'intervention avant un échange avec vous, Éric Janssen fera une présentation, alors de manière synthétique et peut-être dense, mais c'est pour ça qu'on a prévu un temps d'échange derrière, des principaux résultats de l'enquête Pétale qui avait été financée par la Ligue nationale contre le cancer. Un temps d'échange, comme je l'ai expliqué, et ensuite un deuxième temps d'intervention par Clément Picot-Ngo et Caroline Protet qui vont présenter les premiers éléments de résultats par rapport à donc, cette recherche interventionnelle réduction du tabagisme en prison, Tabac-Prix, qui est financée par le Fonds national de lutte contre le tabagisme. Après ce donc, 4e temps d'intervention, un nouveau temps d'échange, et puis donc, je laisserai la parole à Karine Galopel-Morvan. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Nous avons le plaisir donc, de réagir avec vous sur ces temps d'échange. Et puis, c'est un élément important à avoir en tête, nous allons continuer à l'OFDT, quelle que soit l'évolution de la situation sanitaire qu'on espère qui va s'améliorer rapidement dans notre pays, à faire ces webinaires donc, tout au long de l'année 2021, puisque nous fêterons nos 25 ans d'observation à l'OFDT et nous fera donc une série de webinaires en ce sens. Mais c'est une autre histoire. Et d'abord, je laisse Marc-Antoine Douchet donc, intervenir sur les évolutions des politiques publiques sur le tabac et les niveaux d'usage chez les adultes. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter quelques données générales et une contextualisation des tendances de ces dernières décennies en matière d'orientation des politiques publiques et de leurs conséquences directes ou indirectes sur les usages, les ventes ou encore les représentations autour du tabac. Alors, avant toute chose, il est important de rappeler que le tabac est devenu un problème de santé publique qu'à partir de la seconde moitié du
XXe siècle, et que donc cela a appelé à un cadre législatif de plus en plus restrictif. Donc les politiques publiques, elles se sont structurées autour d'un objectif prioritaire, qui est la maîtrise des consommations, et cela a entraîné un ensemble de mesures jouant à la fois sur l'offre et sur la demande. Alors, en ce qu'il s'agit de l'offre, tout l'enjeu était de réduire l'accessibilité aux produits tabagiques, notamment à travers une politique de hausse des prix et de minimisation des incitations à consommer. Et en ce qu'il s'agissait de la demande, là, tout l'enjeu était davantage de jouer sur les représentations pour les changer, notamment à travers de la prévention, et aussi de favoriser la sortie du tabagisme. Si l'on rentre un peu plus dans le détail de ces politiques publiques, avec quelques grands blocs et tendances marquantes de ces dernières années, tout d'abord, il y a eu une interdiction de fumer qui s'est généralisée à l'ensemble des lieux publics. Donc, notamment par la loi Evin de 1991, qui a véritablement placé le tabac à l'écart de la vie sociale et qui, à travers la reconnaissance du concept de tabagisme passif, a placé la problématique du tabagisme non plus dans une perspective uniquement individuelle, mais collective. Alors, cette interdiction, elle a été rendue effective en 2007 dans tous les lieux publics communs accueillant du public, donc tels que les établissements médico-sociaux et sanitaires, les transports en commun, les lieux de travail. Et en 2008, cela a été étendu à l'ensemble des lieux de convivialité tels que les bars ou les restaurants. Et donc, cette interdiction, elle avait notamment pour but de dénormaliser l'usage du tabac, les représentations, et aussi, in fine, d'éviter l'entrée dans le tabagisme des plus jeunes. Et cela s'est naturellement accompagné de mesures de protection à l'égard des mineurs. Et c'est ainsi que la vente des produits du tabac a été interdite aux moins de 16 ans en 2003, et cela a été étendu aux moins de 18 ans en 2010. Autre grande tendance de ces dernières décennies, on a assisté à une réglementation croissante de l'offre et des restrictions en matière de règles de manufacture et de commerce. Alors quand je dis manufacture, ça concerne à la fois la composition et le conditionnement des produits du tabac. Alors la composition, les produits du tabac sont régulés, ce qui explique notamment que les arômes caractérisants soient notamment interdits en 2016 car jugés attractifs pour les plus jeunes, et que cela a été étendu en 2020 à l'ensemble des références mentholées. Ça, c'est pour la composition. Et pour le conditionnement, donc cela passe par des avertissements textuels, visuels, avec des renvois au dispositif tabac, infoservice, notamment sur les emballages des produits du tabac. Et ça passe aussi par le fait que la France est devenue le deuxième État après l'Australie en 2012 à généraliser des conditionnements neutres et uniformisés, donc qui ont un petit peu chassé toute l'identité visuelle de la marque et qui ont interdit tout ce qui était relatif à des mentions suggérant une nocivité moindre, telle que l'appellation cigarette light par exemple. Ça, c'est pour les règles de manufacture. S'agissant du commerce, la loi Evin a acté en principe deux choses, donc l'interdiction de la publicité et aussi une politique régulière de hausse des prix qui explique notamment que 20 ans après, donc cette année, le prix de la marque du paquet le plus vendu a passé la barrière symbolique des 10 €. Alors là, je vous parlais pas mal de l'offre. En ce qu'il s'agit de la demande, on a assisté à une véritable médicalisation du tabagisme avec la montée et la prise en charge des traitements nicotiniques de substitution par l'assurance maladie, d'abord sous forme d'un remboursement forfaitaire en 2016, puis d'un remboursement de droit commun à hauteur de 65% en 2018. Et donc cette volonté de favoriser la sortie du tabagisme s'est accompagnée de multiplication de campagnes de prévention avec une tendance au durcissement des messages que certains en santé publique vont qualifier de pédagogie par le dégoût. Et ça s'est aussi accompagné d'opérations de marketing social telles que le mois sans tabac. Et là, tout l'enjeu véritablement, c'est de déconstruire l'image valorisée par l'industrie et d'opérer une dévaluation symbolique des produits du tabac. Et donc, on le voit, les politiques publiques, elles sont complexes à analyser car elles font intervenir différents types de mesures, différents niveaux d'action. Elles interviennent souvent en même temps,
ce qui fait qu'on a du mal à évaluer le poids respectif de chacune. Et donc quand un fumeur arrête, est-ce qu'il le fait à cause de la hausse des prix? Est-ce qu'il le fait en raison des campagnes de prévention ou parce qu'il s'est inscrit au mois sans tabac? Peut-être un peu de tout cela. Les questions des sorties du tabagisme sont complexes à appréhender, font intervenir des mécanismes individuels, mais aussi des politiques publiques en partie, et ces politiques publiques sont à prendre comme un ensemble, et les tendances maintenant que je vais vous présenter en termes d'évolution des usages, des ventes ou des représentations sont à voir comme les conséquences directes ou indirectes de cet ensemble de cette stratégie. Alors, une petite mise en perspective du nombre de consommateurs avant toute chose. Selon l'INSEE, en 2019, il y a 51 millions de personnes en France âgées de 11 à 75 ans. Parmi elles, 36 millions ont expérimenté le tabac, dont 13 millions d'usagers quotidiens. Donc on le voit, le tabac est un véritable objet de consommation courante. Et donc si on s'intéresse à ce tabagisme quotidien notamment, comment ont évolué les usages depuis le début des années 2000 ? Alors, il y a une prévalence plutôt stable jusqu'en 2016, aux alentours de 30%, jusqu'à ce que s'amorce en 2017 une tendance à la baisse des usages, que viennent par ailleurs confirmer les résultats du dernier baromètre santé. Et donc cette baisse, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes, plusieurs classes d'âge, tous les niveaux de revenus, et donc une tendance à la baisse avec néanmoins quelques précautions dans l'analyse, puisque si la baisse de consommation concerne un petit peu toutes les catégories sociales et que les inégalités ne s'accroissent pas, notamment depuis 2016, elles restent très importante, puisqu'il y a par exemple 17 points de différence dans la prévalence d'usage quotidien entre des personnes au chômage et des actifs occupés, par exemple. Et par ailleurs, cette prévalence reste supérieure à la plupart de celles d'autres États européens ou de pays anglo-saxons. Qu'en est-il des ventes maintenant ? Eh bien, là aussi, il y a une tendance à la baisse, notamment en 2018 et 2019, des volumes de vente dans le réseau des buralistes, suite aux hausses régulières de prix survenues à partir qui sont intensifiées à partir de 2017 et de mise en place du paquet neutre. Et donc cela nous amène à nous demander s'il y a un lien entre baisse des volumes de vente et hausse des prix. Alors oui, il y a un lien, et tous les pays qui ont augmenté significativement les prix et les taxes du tabac ont constaté une baisse des volumes de vente et des usages. Et donc c'est même un levier d'action qui est explicitement préconisé par l'OMS pour réduire les consommations. Si l'on regarde le graphique présenté ici, on voit que dans le cadre du premier plan cancer, il y a eu une hausse subite des prix en 2003-2004 avec presque 40% en une année, ce qui a entraîné une baisse brutale des volumes de vente. Suite au gel des taxations, jusqu'en 2011, les volumes de vente sont restés plutôt stable. Et on voit ensuite que chaque hausse de prix entraîne presque mécaniquement une baisse des volumes de vente. Alors, néanmoins, quelques précautions à avoir dans l'analyse. Il n'y a qu'une partie du marché du tabac qui est visible, et on estime qu'il y a entre un quart et un tiers des achats qui s'effectuent en dehors du réseau des buralistes, donc soit des achats transfrontaliers, en duty-free ou dans le marché illégal. Et donc, suivant le contexte, un contexte de variation des prix, on peut constater de fortes variations négatives, notamment dans les départements frontaliers, mais sans que cela traduise nécessairement une baisse des usages, mais peut-être davantage un transfert des ventes. D'où l'importance en fait, de croiser les données de vente aussi avec des données d'enquête en population générale. Mais quand on croise justement les données d'usage et les données de vente, on voit qu'il y a une tendance à la baisse. Et est-ce que cette tendance à la baisse traduit une évolution des représentations autour du tabac ? Donc, on peut mobiliser des enquêtes en population générale, en commençant notamment par la population adulte, et l'enquête EROP menée par l'OFDT depuis 1999. Et ce que l'on constate avant toute chose, c'est qu'en 20 ans, le tabac est rarement spontanément cité comme une drogue. C'est quelque chose qui n'a pas bougé. Mais en revanche, les représentations elles se sont modifiées
avec un accroissement de la dangerosité perçue, puisque désormais, un adulte interrogé, un adulte sur 2, estime que le tabagisme est dangereux dès l'expérimentation ou dès une consommation occasionnelle, 1 sur 2, alors qu'il n'était que 1 sur 4 20 ans plus tôt. Pour la population adolescente, on est un peu sur les mêmes tendances, notamment au regard de l'enquête ESPAD menée à l'échelle européenne depuis 1995 et dont le volet français est réalisé et exploité par l'OFDT. Et là, on voit que la part de jeunes qui considèrent la cigarette occasionnelle comme présentant un risque modéré ou important a augmenté, de même que la part de ceux qui pensent que le tabagisme occasionnel ne présente aucun risque n'a eu de cesse de diminuer tout au long des années. Et donc, comment comprendre les motivations de ces tendances, de ces chiffres? On peut mobiliser des études plus qualitatives, et notamment l'étude Aramis, menée par l'OFDT auprès de mineurs de 14 à 17 ans, et qui avait pour but de comprendre les significations que les mineurs accordent à leur pratique d'usage de drogue. Donc c'était particulièrement intéressant d'interroger ces jeunes, puisque au moment de l'enquête de 2014 à 2017, c'était la première génération à avoir connu l'interdiction théorique d'achat de tabac et de bannissement du tabac dans les lieux publics. Et donc cela a quelques effets, notamment 3 points qui sont ressortis majoritairement de l'enquête. C'est avant tout, premier point, une dénormalisation de la pratique tabagique, avec un produit qui est jugé comme sale, chimique, synthétique, avec une dangerosité notamment sur la santé qui est bien perçue, si bien que même les fumeurs interrogés pensent arrêter un jour au cours de leur vie. Néanmoins, ambivalence dans les représentations, puisque si le tabac est un petit peu désavoué dans le réel, il reste assez valorisé notamment dans les univers de fiction. Et pour citer un enquêté, on trouve rarement quelqu'un ridicule quand il fume, quand on regarde un film. Donc ambivalence tout de même des représentations. Deuxième point, le tabac est perçu comme peu attractif en raison de l'absence d'effets psychoactifs et d'un prix qui est jugé excessif. Et enfin, ce qui ressortait aussi notamment, c'était l'importance des référents familiaux, et notamment des jeunes qui ont été marqués par des tentatives d'arrêt de leurs parents et qui ont pris conscience de la dépendance nicotinique lorsqu'ils ont vu les difficultés qu'ont eu les parents, la famille, à arrêter. Et donc, pour finir et faire une sorte d'ouverture, où en sont les orientations des politiques publiques maintenant? Alors, elles se déploient principalement sous forme de grands plans d'action, tels que le plan national de lutte contre le tabac, qui là encore agit dans ces grands axes sur plusieurs leviers. Donc éviter l'entrée dans le tabagisme des plus jeunes, continuer à favoriser la sortie du tabagisme, et aussi continuer notamment d'agir sur l'économie du tabac. Donc nous verrons si les tendances constatées et que je vous ai présentées se poursuivent au fur et à mesure des années. Et pour plus d'éléments, j'ai essayé d'être assez succinct, mais je vous renvoie vers nos publications avec les bilans annuels, tabac, et nos tableaux de bord trimestriels. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marc-Antoine, pour cette présentation. Et donc, je laisse la place à Olivier Lenezet qui va vous présenter les évolutions depuis 20 ans en France et en Europe chez les usagers de tabac à 16 ans, ou les non-usagers de tabac à 16 ans. Olivier, c'est à vous. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous donc faire un... Attendez. Bon, ça marche. Je vais faire un point sur le tabagisme à l'adolescence en France et en Europe, en analysant donc la situation en 2019, mais également les principales évolutions qu'on a pu constater depuis maintenant 20 ans d'observation. Alors, pour réaliser cet objectif, l'enquête idoine, c'était évidemment l'enquête ESPAD. C'est une enquête européenne quadriennale
qui existe depuis maintenant, donc depuis 1995, même si la France participe depuis 1999. Cette enquête est centrée sur les usages de produits psychoactifs, dont le tabac, l'alcool et le cannabis. Une enquête représentative des élèves de 16 ans. En fait, c'est les jeunes qui ont 16 ans l'année de l'enquête. C'est donc un protocole homogène dans tous les pays européens, à l'exception de certains qui ont pour lesquels tous les jeunes sont interrogés, et donc il n'y a pas vraiment un échantillon. Le questionnaire, c'est un questionnaire papier dans la plupart des pays, sauf quelques pays, dont la France, ont eu un questionnaire donc pour la dernière enquête en ligne. Voilà. Mais ça, ce sont les principales remarques méthodologiques sur l'enquête. L'échantillon, donc 2019. Alors, je mets 2019, mais il faut bien avoir en tête que l'enquête française a eu lieu en 2018. Mais donc, on considère que c'est donc les chiffres 2019 pour être comparable avec nos voisins européens. Donc, l'enquête 2019, il y a eu 100 000 participants dans toute l'Europe, dont presque 2600 en France. Alors, les principales évolutions qu'on peut constater, alors c'est ça qui est intéressant avec l'enquête ESPAD, enfin, généralement avec les enquêtes où on a un recul suffisamment important, c'est de voir l'évolution à long terme. Donc là, c'est 20 ans d'évolution. Et c'est relativement net. On voit une baisse de l'usage de l'expérimentation. Donc c'est la courbe bleue. Et une baisse également de l'usage quotidien. Ce qui est en pointillé, il s'agit des moyennes européennes sur les 30 pays. C'est les 30 pays qui participent depuis le début du processus ESPAD. En fait, la France n'est même pas dedans parce que c'est les 30 pays qui participent depuis 1995. En fait. Et donc on voit que les deux courbes se superposent entre France et Europe, que ce soit pour l'expérimentation ou pour l'usage quotidien, même si en France, on a eu une reprise du tabagisme entre 2007 et 2011. Mais globalement, on observe une baisse quasiment continue donc depuis 20 ans, puisque si on s'intéresse par exemple à l'expérimentation, on est passé donc de 61% en 1900... non, qu'est-ce que je dis ? On est à 42%. On a observé une baisse de 42% de l'expérimentation et de 61% de l'usage quotidien. C'est une baisse relative, puisqu'on est passé de 77 à 45 pour l'expérimentation et donc de 31 à 12% pour l'usage quotidien. Évidemment, les hypothèses sont nombreuses et les explications. Marc-Antoine a évoqué tout l'arsenal législatif qui s'est renforcé depuis maintenant 20 ans. On pense bien sûr aux interdictions de fumer dans les lieux publics, au fait qu'on puisse, et surtout évidemment l'interdiction de vente aux mineurs depuis la fin de la dernière décennie, et évidemment les hausses de prix. Tout ça ont participé à une dénormalisation du tabac, et on voit bien que on n'a quasiment pas le même produit. Entre 1999, où on avait un produit qui était consommé par presque un jeune sur 3, et là, c'est à peine un jeune sur 8 à 16 ans, donc à même âge, qui consomme quotidiennement du tabac. Si maintenant on regarde la situation, comparativement aux autres pays européens, parce que là, on avait comparé à la moyenne européenne, cette carte est relativement intéressante parce visuellement, on voit bien qu'on a une opposition un peu nord-sud, donc avec des pays donc situés plutôt au nord de l'Europe, tels que l'Islande, la Scandinavie, mais également l'Allemagne, où on observe des consommations. Donc là, il s'agit de l'usage quotidien, la carte de l'usage quotidien. On observe des consommations très faibles, moins de 5% des jeunes déclarent un usage quotidien dans ces pays-là. À l'opposé, on voit des pays situés plutôt en Europe centrale. On peut citer l'Italie, mais également des pays comme la Slovaquie, comme la Hongrie, et également la Roumanie, où ce sont des pays qui ont des prévalences
qui présentent un usage quotidien supérieur à 20%, donc nettement supérieur à celui de la France, qui je rappelle est à 12%. Malgré ça, donc la France se situe, on va dire, dans un premier tiers des pays les plus consommateurs, même si vous voyez qu'on est très proche de la moyenne européenne. Et donc il y a quand même 6 pays qui sont nettement au-dessus de la France en termes de consommation. Une info importante qui est précisée, c'est les différences entre garçons et filles à cet âge-là. On voit qu'elles sont minimes. Donc c'est pour ça que dans cette présentation, je vais très peu en parler, parce que finalement, c'est quasiment un non-sujet à 16 ans. C'est un non-sujet, c'est-à-dire que le tabac est un produit qui est quasiment... On voit très peu de différence entre garçons et filles, que ce soit en termes d'évolution, en termes de situation de 2019. Alors évidemment, peut-être dans certains pays, on a quelques spécificités, mais bon, on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Alors, en termes de... on a vu qu'on avait donc une situation en 2019 qui était relativement polarisée. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que là, j'ai isolé là, sur deux graphiques des trajectoires, ce que j'appelle les trajectoires différentes. C'est-à-dire que là, dans ce premier graphique, on voit donc la courbe rouge, c'est la courbe de la France. Et on voit des pays qui, eux, en 20 ans, ont quasiment pas ou peu évolué vis-à-vis du tabagisme. Je pense donc c'est les pays dont on a évoqué qui ont un niveau assez élevé en 2019. Il s'agit de l'Italie, de la Hongrie ou encore de la Roumanie. C'est des pays qui ont très très peu baissé, pour l'Italie de 23% à 19%. Et même la Roumanie, on sent même qu'il y a une tendance à la hausse, même si je pense qu'elle n'est pas significative, où la Roumanie, ça n'a même pas du tout évolué en 20 ans. Alors qu'on voit que la France, qui était au-dessus de ces pays-là en 99, se situe désormais en dessous. Évidemment, à l'inverse, j'ai remis encore en rouge la courbe de la France. Et donc là, on a d'autres pays, qui sont donc des pays plutôt situés au nord de l'Europe, donc avec l'Islande, avec la Norvège et avec la Finlande, où là, c'est des pays qui étaient relativement proches en termes de consommation en 99 de nous, de la France. Et on voit que désormais, ils ont opéré une baisse très importante. Et pour certains, ils sont même autour de 2% d'usage quotidien. Donc, ils ont quasiment éradiqué le tabagisme, en tout cas à cet âge-là, à 16 ans. Ce qui n'est pas encore le cas en France, puisqu'on est encore à 12%. Donc voilà, c'était intéressant, je pense, de montrer aussi ces différentes trajectoires selon les pays. Ce qu'on peut, comme hypothèse qu'on peut avancer, c'est que sur ces pays-là qui ont fortement diminué, qui sont aussi des pays qui ont donc des faibles tabagismes, c'est aussi des pays qui ont une politique de prix relativement dissuasif, parce que c'est eux qui ont les prix des cigarettes les plus élevés, les prix du paquet de cigarettes les plus élevés. Alors, l'accessibilité perçue, alors oui, donc c'est un indicateur qu'on suit également depuis le début de l'enquête ESPAD. En fait, cet indicateur, c'est issu d'une question on demande aux jeunes à quel point il serait difficile de se procurer des cigarettes. Et donc là, on a isolé les modalités de réponse faciles et très faciles. Ce qu'on observe, c'est que depuis 1999, ce sentiment d'accessibilité a fortement diminué, puisqu'il est passé donc de 52%, il est passé de 87% à 52% en 20 ans. Alors, le sentiment d'accessibilité, lui, est toujours très fort parmi les usagers quotidiens, parce qu'on a isolé deux sous-populations, en rouge, les usagers quotidiens. Forcément, ils ont toujours autant de facilité ils expriment toujours autant de facilité à se procurer des cigarettes. Par contre, les non-consommateurs, donc c'est la courbe verte, on voit qu'eux ont fortement diminué sur la période. Donc c'est ce qui explique aussi donc, cette baisse au global. Donc la courbe noire, c'est l'ensemble des jeunes, où on a une très forte baisse du sentiment d'accessibilité en 20 ans. Cet indicateur de l'accessibilité, même si on n'a pas forcément pu le suivre, on ne peut pas le suivre depuis 20 ans au niveau européen. En tout cas, là, on a pu le cartographier pour 2019.
Alors, contrairement à l'usage, on n'a pas forcément une carte qui semble fortement corrélée avec celle de l'usage, puisque on va voir qu'il y a des pays du nord de l'Europe où on va voir un sentiment d'accessibilité très élevé, alors on avait vu tout à l'heure que c'était des pays où il y avait une faible consommation. Et inversement, on voit des pays comme, je pense aux pays des Balkans, comme la Roumanie, où on voit un faible sentiment d'accessibilité, alors qu'on a vu qu'ils avaient une consommation plus importante. Alors, ça ne veut pas dire que l'accessibilité perçue n'est pas quelque chose qui est lié à la consommation. Il faudrait plutôt analyser plus finement en termes d'évolution les choses. Mais en tout cas, c'est vrai que si on fait juste une photographie sur 2019, on ne semble pas avoir de corrélation comme ça qui saute aux yeux. Mais évidemment, au niveau français, on a bien vu que ce sentiment d'accessibilité était évidemment lié à cette baisse de consommation. Alors, je suis dans les temps. Alors, pour résumer, ce qu'on observe, c'est pas ou peu de différences concernant le tabagisme selon le genre. Hein. C'est qu'on a vu qu'il n'y avait pas de différence, en tout cas en France et globalement en Europe. Donc ça, c'est quand même une information, même si je ne l'ai pas forcément trop argumenté ici, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez prégnant. C'est pas forcément le cas avec l'avancée en âge. Hein. On sait qu'au niveau de l'âge adulte, on a vu qu'il y avait quand même des différences qui apparaissent, notamment dès les jeunes adultes, où là, on voit qu'il y a une sorte de masculinisation de l'usage. Mais en tout cas, à l'adolescence, c'est vrai que le tabac demeure un des seuls produits où il n'y a pas de différence de consommation entre garçons et filles. On a observé évidemment, l'information principale, c'est la tendance nette de baisse du tabagisme sur les 20 dernières années, en France et globalement en Europe, hein, même si on a vu qu'il y avait des spécificités. Évidemment, les hypothèses avancées, hein, c'était les interdictions de vente avant 18 ans, l'augmentation des prix, et donc voilà, qui ont participé donc à cette dénormalisation du tabac à l'adolescence. Voilà. Les trajectoires particulières, donc là, ça je l'ai déjà évoqué, et évidemment la diminution très nette du sentiment d'accessibilité en 20 ans en France, là, qui est très, très, très marqué. Ça, c'est un des principaux résultats à retenir. En termes de perspective, parce qu'il faut toujours se projeter dans ce type d'enquête répétée, évidemment, on va avoir une attention particulière pour les prochaines enquêtes et se poser la question de quid de cette pandémie. On sait que, on parle beaucoup de la santé mentale des adolescents. Est-ce qu'on va avoir un impact sur les consommations des jeunes dans les prochaines années? Donc ça, évidemment, on va être particulièrement attentif. Après, il y a une question qui se pose concernant les évolutions à court et moyen terme, notamment de la consommation. Peut-elle continuer à diminuer? Alors c'est une question un peu spéciale, mais c'est vrai on se la pose parce qu'on voit la situation des pays scandinaves qui arrivent finalement à presque, pour certains, 2% d'usage quotidien. En France, est-ce qu'on aurait un palier de verre, ou est-ce qu'on peut continuer à baisser le tabagisme des jeunes? C'est une vraie question, parce que c'est vrai ça a bien baissé, mais est-ce que ça peut continuer à baisser? Voilà, ça c'est vrai qu'on va avoir une attention particulière là-dessus aussi. Et évidemment, on se pose également, même si je ne l'ai pas présenté ici, parce que je me suis concentré sur le tabac, sur la e-cigarette. Mon collègue va vous parler un petit peu ensuite. Quid de l'évolution de la e-cigarette, donc sur les dernières années et pour les prochaines enquêtes, et quel impact aussi ça peut avoir sur la consommation de tabac à l'adolescence. Alors voilà, si vous avez besoin d'avoir des renseignements complémentaires, on a sorti récemment une note complète sur les résultats de l'enquête ESPAD 2019 en France, et il y a aussi le rapport européen qui est disponible pour toutes informations complémentaires. Je vous remercie.
Merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Donc le lien est tout fait avec effectivement la présentation des principaux résultats du programme d'études du tabagisme chez les adolescents en vue de sa limitation, le programme PETAL que va faire Eric Janssen à présent. Et aussi avec les questions qui sont actuellement posées sur le chat, puisque vous avez évoqué dans votre conclusion la question du vapotage, et c'est effectivement un des éléments qui a été étudié dans le cadre donc, de ce programme PETAL, financé par la Ligue nationale contre le cancer. Donc Eric Janssen, c'est à vous. Bonjour à tous, donc Eric Janssen, chargé d'études à l'OFDT. On m'a demandé de vous faire une présentation sur les résultats dits secondaires des enquêtes qui ont été menées de manière régulière à l'OFDT, par l'OFDT, concernant le tabac, et notamment le tabac chez les adolescents. Le sujet est vaste, on recoupe un nombre assez conséquent de données et d'informations. Donc, je vais vous faire une présentation des résultats assez sommaire, en sachant que je vais faire référence à un certain nombre d'articles, 4, qu'on a sélectionnés parmi ceux qui ont été publiés dans le cadre du projet PETAL, pour vous donner un petit peu, pour vous faire un état des lieux, une synthèse assez rapide sur les résultats qu'on peut obtenir, ces exploitations complémentaires que l'on fait à partir de nos enquêtes. Alors, donc, le projet PETAL, c'est un projet qui a été financé par la Ligue contre le cancer, qui répond à un appel d'offres qui a été soumis en 2017 et auquel a participé l'OFDT en collaboration avec d'autres centres de recherche, Santé publique France et l'INSERM, principalement. Donc, c'est un regroupement, c'est un collectif de chercheurs qui se sont penchés sur la question du tabac, et plus précisément sur les questions du tabac et la cigarette électronique chez les adolescents. Donc je vous parlais en fait des analyses secondaires. Donc les analyses secondaires, qu'est-ce que c'est? Les analyses secondaires, ça s'inscrit dans la continuation de la présentation précédente qu'avait fait Olivier. Lorsque l'on mène une enquête, l'objectif principal, c'est de rendre compte d'un certain nombre d'indicateurs et du suivi de ces indicateurs. Notamment, c'est des indicateurs de prévalence. On les suit au fil du temps, on les suit selon certaines grandes catégories, garçons, filles, éventuellement selon les régions. Mais ces enquêtes collectent un nombre d'informations très important qui permettent en fait d'élargir notre connaissance et notre perspective sur les usages et les consommations. Donc ces analyses secondaires, elles proposent donc une analyse plus fine et plus approfondie de ces usages. Elles engagent en général des techniques d'analyse statistique qui sont un peu plus complexes. On parle de modélisation. Les modélisations, c'est la capacité de prendre en compte l'effet simultané d'un certain nombre de variables que l'on suspecte d'avoir une influence soit en positif, soit en négatif sur notre variable d'intérêt. Mais surtout, ces analyses secondaires, elles font l'objet de publications. Ces publications, elles sont envoyées à des revues, à comités de lecture, qui donc sont relues par les pairs. Donc ça sert de validation, tant au niveau de la méthode, c'est-à-dire collecte d'informations, mais aussi traitement statistique, que des résultats. Voilà. Donc, le projet PETAL, en fait, avait plusieurs volets. Nous, on en a retenu 3. Enfin, je vais aborder trois sujets en principaux. L'évolution, en fait, des usages, l'évolution des âges, les inégalités sociales face en fait à la consommation et le développement un peu plus particulièrement de la cigarette électronique en population adolescente. Donc quelques constats, on va vous donner quelques chiffres. Donc Olivier vous a montré qu'au cours des 20 dernières années, en fait, il y a eu un recul de la baisse de la consommation du tabac en population adolescente. Ce recul du tabagisme, enfin tant de l'expérimentation que ce qu'on appelle le tabagisme, c'est-à-dire l'usage quotidien, est allé de pair avec un recul des âges d'expérimentation. C'est-à-dire que alors qu'en 2000, on était à l'âge moyen à la première cigarette était à peu près 13 ans et demi, il est passé à presque à plus de 14 ans en 2017.
je vais vous montrer une figure ici. Voilà. Ça, c'est une figure qu'on montre typiquement lorsque l'on fait un suivi, en fin de compte, des usages du tabac en population adolescente. En fait, c'est une figure, donc en haut, l'expérimentation au cours de la vie, en bas, en fait, l'usage quotidien. Ça, ce sont les âges moyens. Néanmoins, derrière ces courbes, en fait, qui ont l'air très homogènes, se cache une multitude, une diversité en fait, de situations que beaucoup d'analyses descriptives ne peuvent pas rendre. Et donc on fait appel à ces fameuses analyses secondaires pour essayer d'illustrer un petit peu cette hétérogénéité des comportements. Voilà, donc je reviens. Donc effectivement, l'âge moyen recule. On se rend compte aussi que dans ces questions d'inégalité sociale, on a choisi deux axes. Un, les apprentis contre le statut scolaire, c'est-à-dire les apprentis et en rapport avec les étudiants. Et deux, l'origine socio-économique. Et on se rend compte qu'au fil du temps, et ça c'est une constante, les apprentis continuent de fumer plus et les adolescents des milieux défavorisés fument plus et surtout ils commencent plus tôt. Voilà. Et enfin, un autre facteur que l'on a pu constater au cours de ces dernières années, c'est le développement de la e-cigarette en milieu adolescent, c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on a observé à partir de 2014 et qui continue de se répandre. Donc cet âge moyen, donc là c'est l'illustration de ce que je vous avais montré, ce que je viens de vous dire, donc un recul de l'âge d'expérimentation du tabac et du tabagisme quotidien. Donc un des premiers axes qu'on avait fait, ça c'est un article qui a été publié par Sandra Kideriotis et un nombre de ses collègues. Elle s'est intéressée sur la question en fait des apprentis et des élèves. Donc, c'est encore une fois résultat sommaire. Ce qu'on constate, c'est que les apprentis et les élèves, donc les apprentis fument toujours plus que les élèves, mais ce qui est assez étonnant, c'est de voir que l'écart en fait que l'on observe en 2000, qui est d'à peu près 20 points de pourcentage, en fait, se poursuit et demeure constant dans le temps. C'est-à-dire que la baisse a lieu, mais cette baisse, elle ne réduit pas les écarts, en fin de compte. C'est-à-dire que l'écart qu'il y avait entre apprentis et élèves persiste dans le temps. C'est une question qui... c'est un moyen d'appréhender en fait, les inégalités en fait, par rapport à l'usage de tabac, parce qu'en fait, lorsque l'on parle d'inégalité, en fait, c'est un processus, c'est quelque chose qui est dynamique, et c'est quelque chose qui commence tôt. C'est pas un phénomène qui arrive, qu'on constate effectivement chez les adultes. En fait, ça commence très tôt. Et donc, l'idée de cet article, c'était de se pencher, de vérifier si il y avait une spécificité apprenti et élève. Et donc, la modélisation, en fait, les résultats de Sandra et de son équipe, tout en contrôlant un certain nombre de variables, arrive à la conclusion que oui, effectivement, il y a bien une spécificité apprentie qui font que les élèves qui sont apprentis, effectivement, même si on prend compte d'un certain nombre d'autres variables, que ce soit le sexe, que ce soit la région de l'appartenance, que ce soit l'accès à l'argent de poche, en fin de compte, les apprentis fument toujours plus que les élèves. Un deuxième article s'est penché sur la question des délais de transition entre l'expérimentation du tabac et les usages quotidiens. Là, c'est pas le statut scolaire qui a été pris en compte, c'est l'origine socio-économique en fait, des adolescents, de tous les adolescents. Donc en fait, on a commencé en 2003, puisque c'est à partir de 2003 qu'on a eu les premières informations sur cette origine socio-économique jusqu'en 2017. Et donc il apparaît qu'en 2003, en fin de compte, le délai moyen le plus long était observé parmi les défavorisés. Et le délai moyen le plus court, il était plutôt chez les adolescents aisés. En 2017, en fait, on s'est rendu compte d'une inversion de ce phénomène. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la réduction du tabagisme, elle s'est accompagnée en fait, d'une réduction des délais de transition, donc chez l'ensemble des adolescents, qui fument, bien entendu. Donc on est passé de presque 2 ans à 1 an de délai moyen, donc c'est un délai qui est beaucoup plus court, mais qui maintenant concerne en fin de compte les adolescents qui sont les plus défavorisés. Les adolescents les plus défavorisés étant ceux qui fument le plus, en plus de ça. Voilà.
Donc, pour faire un résumé en fait, de ce que je vous ai présenté, en fin de compte, donc effectivement, il y a bien une réduction du tabagisme avec un recul des âges. Donc, effectivement, les différences entre apprentis et étudiants persistent. On se rend compte que effectivement, le recul des usages et du tabagisme concerne plutôt les adolescents aisés, et beaucoup moins les adolescents qui sont défavorisés, et que parmi ces défavorisés, les délais sont de plus en plus courts. Voilà. Le deuxième point qui a été abordé, donc ça c'était un point qui était sur le tabac. Le deuxième point porte sur la question de l'e-cigarette. La cigarette électronique, c'est un dispositif qui a été lancé en France à partir de 2000 et qui s'est tourné vers la population adolescente, on va dire aux alentours de 2014. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que déjà, c'est la diffusion très rapide de la e-cigarette en population adolescente, puisqu'en 2017, il y avait plus d'un adolescent de 17 ans sur deux qui déclarait avoir utilisé au moins une fois une cigarette électronique au cours de sa vie. Mais surtout, ce qui nous a vraiment étonné, c'est qu'entre 2017 et par rapport à 2014, c'est la hausse de l'usage de cigarettes électroniques hors tabac. C'est-à-dire qu'on a maintenant 8% des adolescents de 17 ans qui déclarent avoir utilisé une cigarette électronique sans jamais avoir utilisé de tabac au préalable. Voilà. Et que donc, en fait, ceci nous interpelle, puisqu'en fin de compte, un des arguments de la diffusion, en fin de compte, de la cigarette électronique et de ses partisans, c'était de dire que c'était une méthode de substitut par rapport aux produits du tabac, et de la cigarette notamment. Or là, ce qui semble se dessiner, c'est plutôt une banalisation, en fin de compte, de la cigarette électronique, qui sort de son chantier de substitution. Voilà. Donc, là, j'attire votre attention sur plutôt la partie de droite, donc 2014-2017. 2014, c'est la première observation. Tout en haut, vous voyez, il y a parmi les expérimentateurs de cigarettes électroniques, il y en a à peu près 8,7% qui déclaraient ne pas avoir fumé de cigarette avant d'avoir utilisé une cigarette électronique. Ce taux, il monte à 15%. Alors là, on est parmi les expérimentateurs de cigarettes, ça fait 50%. Donc on retombe sur notre 7%, notre 8% antérieur. Voilà. Donc, en fait, deux questions que se sont posées, notamment dans le cadre de Pétale, c'est l'exposition à la nicotine, puisque la plupart des cigarettes électroniques, des liquides de cigarettes électroniques contiennent en fait de la nicotine. La nicotine, c'est l'élément qui va créer la dépendance. C'est une substance qui va créer une dépendance physiologique très forte et surtout rapide. Et cette question, elle se pose d'autant plus qu'on a à peu près 25% des adolescents qui ont utilisé la e-cigarette qui ne savaient pas le taux de nicotine du liquide qu'ils avaient inhalé. Mais surtout, c'est qu'il y a un débat qui a commencé à prendre forme assez récemment, il y a quelques années de ça, c'est de savoir si la cigarette électronique était une porte d'entrée au tabagisme. Donc il y a un débat extrêmement virulent qui a eu lieu, qui a pris place, qui prend place depuis quelques années, en sachant qu'il y a une dichotomie dans ce débat entre d'un côté la littérature anglo-saxonne et puis celle un petit peu moins partagée qui est la position française. Donc, dans la littérature anglo-saxonne, toutes les analyses secondaires qui ont été menées, que ce soit des analyses longitudinales, que ce soit des analyses plutôt transversales, concluent, que ce soit chez les Canadiens, chez les Australiens ou chez les Américains, que oui, effectivement, la cigarette électronique, d'après leurs données, est une porte d'entrée vers le tabagisme. Donc, l'OFDT et ses partenaires se sont saisis de ce débat et ont tenté en fait d'apporter une réponse d'apporter leur pierre en fait à ce débat. Et donc, toujours là cette fois-ci, on s'est encore appuyé sur les données ESCAPAD. Les données ESCAPAD, donc c'est cette fameuse enquête qui est représentative de l'ensemble des 17 ans. Et en fait, le principal résultat, en fait, qui s'inscrit un petit peu en faux par rapport à la littérature anglo-saxonne, c'est que d'après les données ESCAPAD et d'après les analyses qui ont été faites, tant par Sandra, mais aussi par un article qui va venir, qui sera publié dans Addiction au début de l'année, la e-cigarette ne représente pas une porte d'entrée chez les adolescents en France vers le tabagisme. Voilà.
En sachant, je vais juste faire une petite parenthèse un petit peu méthodologique, c'est pour préciser que dans le deuxième article qui va être apparaître, de celui de Stéphane Leglay, ils mettent à jour quand même un effet modulateur de l'âge d'expérimentation de la cigarette électronique, ce qui n'avait pas été pris en compte dans d'autres études auparavant. Petit point aussi, une autre petite précision méthodologique, il s'agit d'une enquête qui est transversale, qui n'est pas, donc on n'a pas un suivi longitudinal au fil du temps des adolescents. C'est une reconstitution rétrospective. Donc il est possible aussi que nous n'avons pas d'observation en fin de compte des adolescents après leur âge de 17 ans. C'est-à-dire qu'il est possible que certains adolescents commencent à 16, 15 ou 16 ans, mais au moment de l'enquête, on n'a pas de vision, c'est-à-dire que les données sont censurées, on n'a pas de vision sur ce qui va leur arriver plus tard. Voilà, donc les données peuvent présenter en fait une synthèse qui peut être un petit peu incomplète. Voilà. Je vous laisse ici donc l'équipe qui a participé. Je vous laisse ici les références. Ces références, elles sont sur le site. Vous pouvez les consulter. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez pour avoir plus de précision concernant ces analyses. Voilà. Je vous remercie de votre attention et bonne journée. Merci beaucoup Eric pour cette présentation. Je vais vous demander de rester au pupitre puisque vous allez être rejoint par Marc-Antoine Douchet et Olivier Lenézé. Et on a donc toute une série de questions qui ont été posées et qui vont être relayées, donc reformulées par Fabrice Guilbault, responsable de l'unité Focus. Donc vous êtes toujours environ 110 à nous suivre depuis le début de cette matinale tabac. Donc un temps de présentation, vous pouvez prendre un peu plus de largeur sur le plan large. Voilà, donc là, ils sont masqués, mais donc Éric Janssen, Marc-Antoine Douchet et Olivier Lenézé vont répondre à vos questions. Je vais laisser Fabrice poser peut-être 2 ou 3 questions et comme ça, on vous laissera répondre ensuite. Oui, bonjour. Alors, on a environ une dizaine de questions. Je vais essayer de ramasser plusieurs questions en quelques paquets. D'abord, on a une réflexion de Cécile qui nous dit que les achats frontaliers ont explosé, alors ou auraient explosé, je ne sais pas. Est-ce que du coup, Marc-Antoine, je reformule d'une certaine manière la question, l'augmentation du prix du tabac aurait entraîné une explosion des achats transfrontaliers. Du coup, est-ce qu'on n'a pas une lecture en trompe-l'œil, finalement, des évolutions ou non à travers ce phénomène ? Oui, alors, comme je l'ai évoqué durant la présentation, c'est vrai qu'il y a une partie du marché du tabac qui n'est pas visible. Et cette partie du marché du tabac, on y a eu accès notamment pendant la période exceptionnelle du confinement, où là, tous les canaux en dehors du réseau des buralistes ont été montrés, avec donc une fermeture des frontières qui ont contrarié les achats transfrontaliers et qui ont entraîné une reconfiguration des canaux d'approvisionnement à travers le réseau des buralistes, avec aussi tout un tas de mesures limitant les déplacements de population et le marché illégal dans l'espace public, la fermeture des aéroports. Mais en ce qu'il en est spécifiquement des achats transfrontaliers, c'est vrai que si on fait une comparaison entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020, dans le volume des ventes de tabac à jour constant, c'est vrai qu'on a constaté une augmentation de 5,5% entre ces deux périodes de 2019-2010, 5,5% des ventes à l'échelle de la France métropolitaine, uniquement 2,4% pour les départements non frontaliers, et c'est vrai que les achats des départements frontaliers sont montés à presque 22%. Donc c'est vrai que dès qu'il y a un contexte notamment de hausse des prix, on peut observer de fortes variations, notamment avec un accroissement des achats transfrontaliers. Mais ça, ce n'est pas des données qui sont suivies en routine et auxquelles on a forcément accès, mais c'est un phénomène qui peut exister. Un autre ensemble de questions qui portent finalement sur les politiques de vente en France et en Europe. Et donc, première remarque d'une internaute qui nous parle d'un éventuel tabou de la question de la vente par les buralistes aux mineurs, malgré l'interdiction. Donc,
première question, qu'est-ce qu'on sait sur le respect ou non de cette interdiction de vente, et par ailleurs, la politique de vente dans les autres pays, là où on constate des baisses très importantes qui atteignent des planchers bas comme la Norvège, etc., ou l'Islande, qu'est-ce qu'on sait aussi de la politique de vente dans ces pays qui pourrait peut-être entrer dans l'explication de la baisse? Alors, concernant l'interdiction de vente aux mineurs, c'est vrai que ça n'a jamais été une barrière infranchissable pour les jeunes. Hein. Évidemment, ça ne stoppe pas la consommation. On a des éléments qui montrent que les jeunes... on a eu des questions sur la demande de la carte d'identité au moment de l'achat. C'est vrai que il n'y avait pas une écrasante majorité des jeunes qui déclaraient avoir été contrôlés. Enfin, on leur a demandé un justificatif. Alors évidemment, ça participe tout de même, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure, hein, ça a une diminution de l'accessibilité perçue. Disons que même si c'est pas quelque chose de, comme je dis, c'est pas une barrière infranchissable, c'est quand même quelque chose qui a fortement joué sur la baisse globale de la consommation. Même si à 16 ans, on peut toujours arriver à se procurer des cigarettes, soit parce qu'un buraliste ne nous donne pas la carte d'identité, soit en demandant aussi à un ami plus âgé d'acheter la cigarette, ou un frère ou une sœur. Donc c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui peut être contourné. Concernant les autres pays européens où on a vu notamment des baisses très marquées, notamment en Scandinavie ou en Islande, alors je ne suis pas forcément expert de ces pays-là. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une politique de prix qui est depuis déjà quelques années, peut-être avant nous d'ailleurs, qui était assez dissuasive sur la consommation. Et après, en termes de vente, de toute façon, la vente aux mineurs, elle est interdite dans tous les pays d'Europe. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence. Après, est-ce que ça a été est-ce que finalement ça a été mieux appliqué? Ça, on peut penser que oui, hein, au vu des résultats. Mais c'est clair qu'en termes de législation, il n'y a pas vraiment de différence entre la France et les autres pays européens. C'est plus en termes de l'application de cette loi, quoi. Merci. On a ensuite tout un ensemble de questions autour de la e-cig. Alors, d'abord la question du lien entre baisse du tabagisme et augmentation du vapotage. Il y a, sur une des diapos, il était question d'une indépendance entre ces deux faits. Alors, quels éléments pour soutenir cette indépendance on a? Premier ensemble de questions. Deuxième ensemble de questions porte beaucoup notamment sur les produits. Quels produits on trouve à l'intérieur des produits e-cig en France par rapport à d'autres pays? Est-ce qu'il n'y a pas des effets de composition qui expliqueraient aussi les différences de résultats avancés ou non? Et voilà, je m'arrête là pour le moment peut-être. Pardon, excusez-moi. Par indépendance, c'est-à-dire c'est le fait, l'utilisation exclusive de la e-cigarette? Est-ce que j'ai pas... Je pense que c'était la diapo qui indiquait qu'il y avait le mot indépendance entre les deux phénomènes. Et la question, c'est quel élément on a pour soutenir que évolution du tabagisme enfin, baisse du tabagisme et évolution de la e-cig sont indépendants ou non? Alors, je crois qu'il y a plusieurs... il y a deux facteurs qui sont très simples. Hein. La baisse du tabagisme en France, c'est, comme l'a rappelé Marc-Antoine, la prise de conscience, elle a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, et les premières politiques de santé publique, en fait, ont été lancées, je crois que c'est dans les années 70 ou à partir des années 80. Donc avec un effort beaucoup plus marqué au cours des 20 dernières années. Voilà, donc le tabagisme, c'est quand même plusieurs décennies d'efforts et de lutte, de prise de conscience, de restrictions, mais aussi et ça on l'observe notamment par les données plus quali, hein, je pense notamment à l'enquête Aramis, qui a montré que
l'application de la loi est véritablement efficace à partir du moment où il y a une modification en fait, de l'image et de la perception qu'en ont les usagers. Ce qui est un phénomène en cours. L'enquête Aramis a très bien montré que la cigarette c'est plus cool, la cigarette c'est pas quelque chose de positif, la cigarette ça pue, la cigarette c'est donc voilà quoi. Il y a vraiment une modification profonde à ce niveau-là en termes de qualité. Ce résultat-là, c'est quand même c'est la pointe immergée de l'iceberg. C'est quand même fait suite à des décennies de lutte en fin de compte et de diffusion et d'information de santé publique. La cigarette électronique, son apparition en France, c'est 2010, c'est extrêmement récent. Sa diffusion en population adolescente, c'est 2014, donc c'est encore plus récent. Donc effectivement, pour l'instant, comment dire, effectivement, on peut dire que peut-être que la cigarette électronique a certainement eu un impact, puisque c'était l'argument qui avait été mis en avant encore une fois par les vendeurs, c'est-à-dire de substitut. Donc effectivement, ça peut participer à une baisse, mais cette baisse était largement engagée antérieurement. Voilà. Peut-être un petit mot sur la composition et les e-liquides. Est-ce que alors, ça peut rentrer dans la... alors les e-liquides, je ne sais pas, tu voudrais dire quelque chose? Non. Alors à ce niveau-là, je ne pense pas être extrêmement... je n'ai pas donné un point de vue de spécialiste. Je pense qu'en fait, les cigarettes électroniques, il est très facile, en fin de compte, lorsque vous rentrez dans un magasin de cigarettes électroniques, d'avoir accès à des liquides qui viennent d'une multitude de pays. Donc, est-ce qu'il y a un effet de ces liquides? Très sincèrement, je ne pense pas. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Écoutez, merci beaucoup pour ces réponses à cette première série de questions. On va donc vous remercier et laisser la parole à Clément Picot-Ngo et Caroline Protet qui vont, pour cette deuxième séquence donc, de ce webinaire de l'OFDT consacré tabac et tabagisme, enjeux et actualités en 2020. On va donc vous présenter, ils vont vous présenter les premiers résultats d'une recherche internationale qui a été engagée depuis 2019 par l'INSERM en partenariat avec l'OFDT. Et donc, un premier volet sur une enquête qualitative qui a été réalisée à l'hiver 2020 par Clément Picot-Ngo et Caroline Protet. Donc, cette enquête qui est menée en lien avec l'ESSEV, un laboratoire de l'INSERM, et une enquête dirigée par le professeur Karine Chevreul. Donc je laisse la parole à Clément Picot-Ngo et Caroline Protet qui vont vous présenter ces résultats qui ont été publiés hier dans un numéro de tendance de l'OFDT. Merci Julien pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons, Caroline Protet et moi-même, vous présenter les résultats préliminaires de notre enquête sur le tabagisme en établissement pénitentiaire. Donc cette enquête constitue le premier volet d'un projet de recherche interventionnelle qui est plus large et qui s'appelle Tabac-Prix et qui a pour objectif de réduire le tabagisme en prison par la mise en place d'une intervention. Donc c'est un objectif qui rejoint celui du PNLT, le Plan national de lutte contre le tabac, donc qui s'étale jusqu'en 2022, il me semble, et qui rejoint aussi l'objectif de lutte contre le tabac de la feuille de route pour la santé des personnes placées sous main de justice, qui s'étale également jusqu'en 2022. Donc quelques éléments de contexte pour commencer. Donc il faut savoir que le tabagisme représente un phénomène qui est important en établissement pénitentiaire, avec 80% des personnes détenues qui consomment du tabac, contre environ 32% en population générale si on tient compte des consommations occasionnelles et régulières en 2018. Donc, ce qu'il faut aussi savoir quand on parle du tabagisme en prison, c'est que, mis à part les personnes détenues, les personnels de surveillance figurent également parmi les populations chez qui la consommation de tabac est supérieure à la moyenne observée.
Et malgré cette importance qui est observée du tabagisme en prison, on constate un certain déficit en termes d'accès, et notamment pour les personnes détenues, au programme de promotion de la santé et plus particulièrement de prévention du tabagisme. C'est pourquoi la recherche interventionnelle tabac-prix entend étudier le phénomène pour apporter des réponses qui soient adaptées aux réalités des établissements pénitentiaires. Donc sur la prochaine diapo, doit apparaître la chronologie du projet tabac-prix, donc avec une première phase de construction de l'intervention, donc dans laquelle s'insère notre étude sociologique, et une seconde phase de mise en place et d'évaluation de cette intervention. Donc concernant notre méthode, nous avons procédé dans un premier temps à une revue de la littérature sur le tabagisme en prison et les méthodes préconisées pour le réduire. Et pour la partie terrain, nous avons utilisé les méthodes classiques des sciences humaines et sociales et principalement la technique de l'entretien semi-directif en face à face. Donc notre enquête s'est déroulée dans 3 centres de détention et au total 51 entretiens ont été réalisés auprès d'un panel diversifié d'acteurs présents au sein de ces établissements, dont 21 hommes détenus et 12 personnels avec des personnels de surveillance, dont 2 étaient des femmes. Donc généralement, ces entretiens ont eu lieu dans les parloirs, ce qui a permis d'assurer la confidentialité des échanges. Ces entretiens ont été orientés par différents guides d'entretien que nous avions au préalable construits et adaptés à chaque public ciblé par notre enquête. Et nous avons procédé par codage thématique sur le logiciel NVivo pour traiter et faire l'analyse des données. Donc les résultats présentés ici concernent principalement les personnes détenues, même si nous avons souhaité vous restituer quelques éléments de résultats qui concernent aussi les personnels de surveillance et qui illustrent de façon plus large le phénomène que nous avons étudié. Donc nous allons dans un premier temps vous présenter les voies d'entrée dans le tabagisme en nous concentrant sur les premières consommations des personnes détenues qui dans l'ensemble, nous allons le voir, sont similaires à celles observées en population générale. Et dans un second temps, on vous présentera les effets que peut avoir le contexte pénitentiaire sur les consommations de tabac, avec une focale sur les consommations des fumeurs détenus et quelques éléments sur l'influence que l'institution exerce sur les consommations de tabac des personnels qui y travaillent. Donc, d'après les personnes enquêtées, et comme ça a déjà été souligné à plusieurs reprises dans la littérature sur le tabac, l'entrée dans la consommation est largement influencée par les membres de la famille et les groupes de pairs. Donc, concernant l'influence de la famille, on constate, sans trop d'étonnement, un phénomène d'initiation lié à l'exposition au tabagisme des parents durant l'enfance et un phénomène d'incitation lié à la disponibilité des produits du tabac au sein du domicile familial. Plus marginalement sur notre terrain, mais ça apparaît également dans d'autres études sur le sujet et hors détention, on observe un tabagisme qui va s'installer précocement dans les parcours des personnes en raison des polyusages intensifs de leurs parents d'autres produits psychoactifs. Donc si on se penche maintenant sur l'influence par les pairs, on constate que les contextes scolaires et festifs sont décrits comme les principaux contextes d'initiation où l'effet de mode se mêle au conformisme pour installer les premiers usages de tabac dans la durée. Dans ces contextes, et comme ça a été observé par ailleurs, encore une fois, la dimension émancipatoire et initiatique est très forte, car elle marque l'entrée dans l'âge adulte, voire dans le monde des hommes, entre guillemets, avec une dimension genrée assez marquée. Donc bien qu'ils aient été moins cités, le travail et l'armée sont à ce titre 2 autres contextes d'entrée dans le tabagisme qui sont communs aux détenus et aux surveillants. L'effet générationnel peut-être jouant sur l'âge de rencontre avec ce type de contexte. Et je fais un lien avec la question des apprentis citée par Eric Janssen, donc un effet aussi de milieu social. Je vous remercie pour votre attention et je laisse désormais la parole à Caroline qui va vous présenter les effets de la détention sur les trajectoires d'usage.
Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter les effets de l'incarcération sur les trajectoires d'usage, principalement des détenus, mais vous verrez qu'il y a quelques résultats également sur les personnels. Donc ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que quand on interroge les personnes en dehors de la détention, ils témoignent de plusieurs fonctions prises par les cigarettes dans leur vie. Alors une fonction apaisante, déstressante, une fonction rituelle, la cigarette du midi, la cigarette du matin, celle du soir, etc. Mais aussi la fonction socialisante, au cours des repas entre amis, des soirées, etc. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'on a constaté, c'est que ces différentes fonctions sont extrêmement renforcées en prison. Alors, d'abord, pour vous décrire un petit peu le monde carcéral, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde carcéral, c'est un monde qui est saturé d'incertitudes, qui est lié à différents éléments. Alors, d'abord, le stress qui est lié aux décisions judiciaires en cours. Donc, quelle peine je vais avoir pour les personnes qui sont en détention provisoire? Est-ce que je vais avoir bientôt un aménagement de peine pour les personnes qui sont en cours de peine? Il y a également un stress qui est lié au devenir de la famille à l'extérieur. Donc, comment va ma famille? Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes financiers, etc. Et donc ça, c'est la crainte notamment qui est liée aux mauvais parloirs. C'est la manière dont les détenus les nomment, qui sont des parloirs dans lesquels les personnes de l'extérieur leur apportent des mauvaises nouvelles qui sont potentiellement stressantes pour eux. Il y a également un stress qui est lié par l'ambiance en détention, avec des relations qui sont souvent tendues, la perception d'une hostilité de certains détenus. Et ce qu'il faut savoir, notamment en détention, c'est que la cigarette est objet de vols, de rackets, de menaces, etc. Et donc ça participe vraiment à cette ambiance d'hostilité permanente entre les détenus. Et que finalement, l'arrivée en détention, notamment, c'est quelque chose qui va exacerber ces différentes incertitudes, ce qu'un certain nombre de professionnels de la prison nomment le choc carcéral, qui est vraiment une exacerbation des incertitudes pour les personnes qui arrivent en prison, et qui est notamment une période très propice à l'augmentation de la consommation de tabac. Alors ensuite, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'incarcération, c'est un moment qui constitue une rupture des repères spatio-temporels des personnes. Donc la vie en prison, vous en doutez bien, est caractérisée par le vide du temps long, par l'ennui, mais aussi, ça c'est quelque chose qu'on imagine moins, par une saturation de moments qui sont prédéfinis. Donc les temps du repas, le temps de l'activité, le temps de la promenade, le temps du coucher, etc. Et donc finalement, la cigarette, ça permet de rythmer ce temps. Alors en prison, peut-être plus qu'ailleurs, on a besoin de la cigarette du matin pour bien démarrer la journée. La cigarette du midi également est quelque chose qui est particulièrement investi, sachant qu'on a constaté dans nos entretiens que la nourriture, le repas, et a fortiori celui qu'on fait soi-même, avec des co-détenus, et qui diffère de la fameuse gamelle que les détenus ont délivrée par l'administration pénitentiaire. Donc le repas est quelque chose qui est très investi par les détenus. Et donc effectivement, cette cigarette du midi prend une coloration particulière dans le courant de l'incarcération. Les détenus ont aussi beaucoup valorisé, alors ça c'est très différent par rapport aux propos qu'on a pu recevoir de personnes qui n'étaient pas incarcérées, de la cigarette de la nuit, qui permet de venir parer l'anxiété liée aux périodes d'insomnie où les détenus ont des ruminations anxieuses, comme le disent les professionnels, les personnes qui travaillent en détention. Ensuite, vous l'aurez compris, la cigarette, c'est un remède à l'ennui. Donc, c'est des moments où on va partager avec le co-détenu sur son moral, sur un mauvais parloir. C'est aussi des moments ludiques passés avec les autres, mais c'est aussi des moments à soi dans lesquels on régule bien souvent ses émotions. Donc là, encore une fois, on vous a parlé à l'ambiance un petit peu stressante, enfin très clairement très stressante pour certains détenus en détention. Et donc, c'est aussi des moments à soi dans lesquels on peut redescendre, dans lesquels on peut se déstresser, en bref, dans lesquels on peut réguler ses émotions. Alors, en miroir des motivations qu'on a mis en évidence avec les détenus, les motivations verbalisées par les surveillants sont à peu près de même nature. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, d'abord, le produit est là pour rythmer les habitudes professionnelles des agents, a fortiori les personnes qui sont en service durant 12 heures. Donc, la cigarette vient proposer un ensemble de pauses que beaucoup d'agents nomment salutaires, en tout cas.
qualifie de salutaires, des moments où on va débriefer sur des situations professionnelles spécifiques avec des collègues, des moments aussi ludiques où on va prendre une pause sympathique avec d'autres, ou enfin des moments à soi dans lesquels, et là on retrouve encore la dimension de régulation des émotions, où on peut s'apaiser après des moments de tension, soit parce qu'on a eu une fouille un petit peu éprouvante, soit parce qu'on a eu vraiment des moments de conflit avec certains détenus. Voilà. Ensuite, la dimension de repère à l'ennui est également évoquée par les surveillants, qui parlent beaucoup des périodes en poste fixe. Alors, un grand exemple du poste fixe, c'est le surveillant qui est posté dans le Mirador la nuit et qui doit observer la cour du promenade dans l'obscurité pendant de longues heures. Donc là, on imagine que c'est un petit peu compliqué comme période. Et là, la cigarette prend tout son sens parce qu'à la fois, elle vient meubler le temps vide, en même temps, elle permet de lutter contre l'endormissement. Et donc là, il y a des fonctions qui sont spécifiquement valorisées par les agents. Alors, en conclusion, on pourrait dire que si jamais l'enquête permet de montrer des similarités dans les voies d'entrée dans le tabagisme entre les détenus et les personnes de l'extérieur, à l'inverse, elle met en évidence le fait que la prison, c'est véritablement un univers singulier qui vient exacerber l'ensemble des fonctions qui sont prises par le produit dans la vie des personnes. Donc un effet de rituel très prononcé, un effet déstressant assez prononcé également, qui permet de lutter contre l'ennui. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets assez comparables chez les surveillants et les détenus, qui nous permet finalement de mettre en évidence l'aspect totalisant de l'institution, l'aspect totalisant de la prison. La prison, c'est un lieu qui s'approprie le corps des personnes, mais également leur rapport au temps, et qui a des effets psychologiques à peu près comparables chez l'ensemble de ses habitants, à la fois surveillants et détenus. Enfin, cette enquête nous permet de mettre en évidence un certain nombre de choses pour essayer de construire et de penser cette intervention qui vise à réduire le tabagisme en milieu carcéral. Alors d'abord, ça nous permet de mettre en évidence l'importance de l'occupation des détenus, donc la question des activités, la question de la manière dont on peut occuper ce temps vide pour les détenus. Et en même temps, ça permet de nous questionner aussi sur la manière dont on peut mobiliser la violence qui existe autour de la cigarette en détention pour essayer d'amener les détenus peut-être vers une réduction, voire vers l'arrêt. Mais écoutez, je vous remercie et puis on laisse libre aux questions. Merci Caroline, Clément pour cet exposé. Alors, on va raccrocher aussi avec des questions qui concernaient les présentations précédentes, puisque une des premières questions que certains se posent, c'est est-ce que la e-cig est présente en détention ? Est-elle consommée ? Est-ce que vous en avez fait état ? Dans quelle mesure le produit est disponible, son degré de disponibilité, notamment par rapport aux autres produits du tabac, tabac à rouler, cigarettes classiques. Voilà, c'est pour cette première question. Alors, oui, la cigarette électronique est présente en détention. Donc certains détenus l'utilisent pour abandonner le tabac. Mais il faut savoir que toutes les gammes ne sont pas disponibles et qu'on a en cantine, donc à la régie dans la régie des prisons, un certain nombre de modèles de cigarettes électroniques qui ne permettent pas, on va dire, aux fumeurs de retrouver les sensations du tabac. Donc ça, c'est les retours qu'on a eus par rapport à ça, aux sensations. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a une gamme très restreinte de goûts. Donc on nous a cité fraises, pommes et Kentucky, quelque chose comme ça. Et donc c'est un panel de goûts finalement qui est très restreint et qui, encore une fois, ne permet pas aux fumeurs de sortir du tabac en appréciant quand même une consommation de nicotine quotidienne. Merci pour cette réponse. Donc, le tabac est là ici, comme les autres produits, donc est présent, mais avec une palette restreinte comparée à l'extérieur. Est-ce que sur l'accès aux substituts nicotiniques, qu'est-ce que vous savez là-dessus ? À quel point c'est présent ? Est-ce que c'est vraiment accessible ? Dans quelle mesure les détenus fumeurs qui souhaitent entrer dans un processus de sortie du tabagisme y accèdent ou non, et par quels moyens, etc. Alors oui, il y a la possibilité pour les détenus d'avoir accès aux substituts nicotiniques.
notamment au patch, qui est un des principaux finalement substituts qui est utilisé en détention, d'après l'enquête qu'on a menée. Après, il faut savoir qu'en détention, les détenus s'ennuient, comme on vous a dit, et donc il y a un phénomène de consommation des soins. Donc, c'est-à-dire que les détenus se déplacent vers les unités sanitaires aussi pour s'occuper et rencontrer des personnes de l'extérieur. Et donc, on a un phénomène de consommation des soins, donc une accumulation finalement de ces substituts-là en cellules. Et aussi, on a un phénomène de circulation de ces produits sur le marché parallèle de la détention, qui est aussi utilisé comme une monnaie d'échange, au même titre que le tabac. Donc là, un des phénomènes qu'on observe aussi, c'est les doubles prescriptions des acteurs qui prescrivent ces substituts-là. Donc il faut savoir qu'en prison, les unités sanitaires peuvent prescrire en première intention les substituts, et les acteurs de l'addictologie, donc les XAPA, qui sont extérieurs aux prisons, interviennent aussi et peuvent également prescrire ces substituts-là. Donc on a souvent finalement une double prescription et donc une surconsommation, si je puis dire, de ces substituts. Caroline, peut-être que... Oui, juste pour compléter. Caroline, je te laisserai compléter, mais il y a une question à laquelle tu peux peut-être répondre, puisque tu connais ces deux mondes, le monde de la psychiatrie et le monde de la prison. Une internaute fait la remarque qu'il y a des similitudes entre tabagisme en milieu psychiatrique et tabagisme en prison. Voilà, donc peut-être que tu pourras en dire un mot sur les similitudes et peut-être les différences que tu y vois. Oui, juste pour compléter ce que disait Clément, moi j'ai aussi une unité sanitaire qui m'a témoigné alors non seulement de trafic, c'est-à-dire que effectivement les substituts nicotiniques sont échangés entre détenus, mais également de sortie de substituts nicotiniques, c'est-à-dire que les détenus s'en font prescrire, ils les sortent au parloir pour ensuite soit en délivrer à leur famille, soit peut-être créer un trafic parallèle à l'extérieur. Donc vous voyez que voilà, les échanges et le trafic de tout un certain nombre de substances, mais comme la question était sur les substituts nicotiniques, est réelle et d'importance. Alors par rapport aux similitudes avec l'institution psychiatrique, donc là, il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours, deux notamment qui s'appellent Tabapsy et qui justement étudient à peu près la même chose qu'on a étudié en prison. Après, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on a deux institutions qui ont des effets totalisants, c'est-à-dire on a des institutions dans lesquelles les personnes sont en continu, qui s'approprient encore une fois les repères spatio-temporels des personnes, le corps, etc. Et donc, c'est très peu étonnant finalement de trouver des études similaires, ce pourquoi on fait aussi des enquêtes en même temps sur ces deux mondes. Donc effectivement, dans le milieu de la psychiatrie, on voit qu'il y a un recours très important aux substituts nicotiniques, surtout dans la mesure où dès qu'on est hospitalisé, les soignants essayent qu'il y ait quand même une réduction des cigarettes. Donc il y a une consommation très importante. Quant aux échanges, alors ils sont plus contrôlés en hôpital psychiatrique, ça n'a absolument rien à voir avec la prison, et notamment parce qu'il y a un prorata soignant, personnes accueillies qui est beaucoup plus importante, et donc il y a un contrôle des échanges qui sont plus importants, mais ils existent quand même. Voilà. Après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on attend les résultats des deux enquêtes Tabapsy pour pouvoir comparer terme à terme. Merci beaucoup. Je crois qu'il est l'heure pour qu'on puisse faire intervenir 2 minutes encore. Alors, peut-être rajouter un mot, vous pouvez nous dire quelque chose sur le statut des produits du tabac dans les échanges qui peuvent se produire en prison. Donc on rappelle que les détenus accèdent aux produits du tabac via un service qu'on appelle la cantine, mais qu'ensuite, une fois acquis ces produits peuvent éventuellement servir à autre chose qu'à la consommation directe. On a des enquêtes dans le monde entier qui nous ont un peu montré le statut de monnaie du tabac, mais ce n'est pas la seule monnaie qui existe. Alors est-ce que c'est à ce point encore présent qu'est-ce que ça permet d'échanger, etc. Rapidement, c'est juste en dire un mot peut-être.
Oui, alors sur la question, donc ça renvoie à la question des échanges et finalement du marché de biens, de produits échangés en détention. Donc effectivement, on s'est posé beaucoup de questions sur la notion de monnaie d'échange. C'est-à-dire que donc il y a un marché parallèle qui existe en détention, qui concerne tout un certain nombre de biens. On peut échanger des biens qui se cantinent habituellement. Donc cantiner, ça veut dire qu'on se procure via l'établissement pénitentiaire de manière tout à fait légale et autorisée. Donc on peut échanger par exemple des denrées alimentaires, on peut échanger des vêtements, on peut échanger tout un certain nombre de choses. Et parmi les rétributions, il y a beaucoup de choses. On peut échanger donc cantine contre cantine, on peut échanger un bien contre un service, on peut échanger... on peut échanger un bien contre des cigarettes également. Et effectivement, les cigarettes ont un statut très particulier. Alors, est-ce que c'est des réelles monnaies d'échange ou non ? Très clairement, avec le cannabis, parce qu'il y a aussi tout un ensemble d'échanges de biens qui ne sont pas autorisés. Cannabis, produits électroniques, voire des armes. Sachant qu'en gros, les drogues... donc a fortiori le cannabis, plus les téléphones portables, ce sont les biens qui sont le plus désirés en prison. Et dans ce cadre-là, parmi tous les moyens de rétribution, ça paraît évident que la cigarette a un rôle très spécifique et que ça fait partie des choses qui constituent le plus de monnaie d'échange. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant, cette monnaie d'échange est supplantée, ou en tout cas, il y a une grande monnaie concurrentielle qui est le cannabis, voire les médicaments. Alors, les médicaments ont cet avantage que souvent, c'est des cachets. Donc, en fait, on peut les diviser de manière très intéressante pour constituer des monnaies. Donc, est-ce que véritablement c'est une monnaie ? Si jamais c'en est une, ça veut dire que c'est la seule sur le marché, qu'il y a des principes d'équivalence sur le marché. Donc, ça reste à être démontré. En tout cas, clairement, c'est un statut très spécifique pour monnayer les choses qu'on peut avoir, mais au même titre que le cannabis et les médicaments. Merci. Merci beaucoup Caroline et Clément pour cette intervention et ces réponses sur ce projet qui débute. Et donc nous sommes en lien avec Karine Galopel-Morvan qui est professeure de marketing social à l'EHESP, à l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Donc Karine, vous allez nous entendre. Est-ce que vous pouvez brancher votre micro ? Donc, nous, on vous voit à l'écran. Et donc, on attend. Il faut juste le micro. Merci. En fait, j'étais encore sur Bonjour, Julien. Bonjour, donc merci. Alors, vous avez suivi effectivement, comme à peu près 110 internautes, ce webinaire. C'est deux parties d'intervention. Et donc, nous allons... voilà, vous allez pouvoir partager votre écran. Et donc, l'idée, c'est que vous fassiez, comme dans ces matinales, une intervention un peu en décalage et en rebond sur les 4 interventions qu'on a eues ce matin. Donc, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Oui, merci beaucoup à l'OFDT de leur invitation à ces matinales de l'OFDT. Bonjour à tous et à toutes. Je vais rester sur mes thématiques et marketing et lobbying. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur ces sujets. Et en lien avec ce qui vient d'être dit, et ce sont des nouvelles plutôt positives et très encourageantes, puisqu'on voit que finalement, sur les différents publics, il y a une baisse de la prévalence tabagique, ce qui confirme ce qu'on dit tous depuis plusieurs années, acteurs du tabac, c'est-à-dire qu'il faut des mesures combinées, à la fois les prix, le paquet neutre, l'interaction de la publicité, etc., pour avoir un effet clair et continu sur la prévalence tabagique. Alors, je vais en fait, dans cette perspective et dans le contexte actuel français, je voulais revenir un petit peu sur le marketing et le lobbying. Alors, j'ai fait des choix, parce que 10 minutes, c'est pas très long, évidemment. Donc, je voulais parler quand même du marketing. Je me disais, peut-être que finalement, ceux qui ne sont pas très au point sur le marketing, on se demande, mais il n'y en a plus en fait en France, puisqu'il y a la loi E20 91 qui interdit toute forme de publicité pour les produits du tabac. Puis il y a également, autour du paquet de cigarettes, le paquet de cigarettes neutre qui interdit également toute forme de publicité sur le paquet de cigarettes. Alors en réalité, il reste des publicités et des formes de messages positifs par rapport aux produits du tabac qui peuvent
encourager certains jeunes à s'initier et à se lancer dans l'expérimentation de tabac, en particulier tout ce qui est présence des produits du tabac dans les écrans. Ça vous a certainement pas échappé que les jeunes sont très consommateurs de séries sur Netflix ou autres en streaming. Et il y a une ONG aux États-Unis qui a récemment fait une enquête pour montrer Truth, qui a récemment montré que 79% des scènes, des séries les plus populaires sur Netflix et des réseaux dans le même ordre d'idées, en lien avec l'interdiction du paquet de cigarettes neutres, les cigarettes convertibles ont été interdites également en France en 2017. Les cigarettes convertibles sont des cigarettes dans lesquelles il y a des petites capsules mentholées ou à des goûts fraises, etc. Et donc que le fumeur va craquer pour avoir un goût particulier dans sa cigarette. Les cigarios ne sont pas soumis non plus à cette interdiction. Donc l'industrie du tabac a profité de cette brèche pour proposer les cigarios convertibles à capsules, comme vous pouvez le voir ici. Et ce que l'on peut également trouver sur Internet, on peut trouver des petites capsules de menthe ou d'autres arômes que les internautes vont pouvoir acheter et avec tous les accessoires nécessaires, comme vous pouvez le voir ici, pour en fait customiser sa cigarette et la rendre convertible comme c'était le cas auparavant quand c'était possible. Alors, dans les solutions également que l'industrie du tabac va utiliser pour contourner ou continuer à faire du marketing malgré les interdictions, là, il y a la cigarette. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la cigarette, c'est très travaillé au niveau du design, les couleurs, les formes, etc. Les filtres, même allant jusqu'aux filtres. Alors aujourd'hui en France, depuis 2017, ces cigarettes-là ne sont plus possibles. Les seules formes de cigarettes que l'on peut trouver sont celles que vous voyez à l'écran. Alors on a réalisé des enquêtes qualitatives sur ces cigarettes encore autorisées en France. Et en fait, on se rend compte, en particulier la slim et la longue, que ces cigarettes évoquent des choses positives, pureté, propreté, moins dangereuse, etc. par rapport, par exemple, pour la cigarette slim. Donc, ce qui nous a conduit en fait à faire des études, et pas que nous, ce qui a conduit certains pays à se positionner sur l'utilisation d'avertissements sur les cigarettes. Par exemple, le Canada et également l'Écosse ont récemment proposé d'insérer le message, par exemple, fumez-tu sur les cigarettes. Alors, on a fait une étude quantitative sur des fumeurs avec cette idée, avec le petit pictogramme danger, comme vous pouvez le voir sur la petite photo. Et on s'est rendu compte que sur des jeunes fumeurs 15-25 ans, ça pouvait effectivement être intéressant parce que ça augmente leur envie d'arrêter de fumer et ça baisse leur désir de consommer du tabac devant les autres jeunes. Alors, on peut toujours dans les stratégies utilisées par l'industrie du tabac pour continuer à faire de la publicité, bien évidemment, on trouve les réseaux sociaux, qui est une manne fantastique pour diffuser des messages sous des formes extrêmement variées vers la jeunesse. Alors, il y a une campagne récente de Tobacco Free Kids, qui est une ONG aux États-Unis également, qui montre et qui rassemble un certain nombre de visuels, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, proposés par les internautes et trouvés par les internautes, où on peut voir la mise en scène de la cigarette dans des imageries ou sur des photos extrêmement positives. Alors, je voulais m'arrêter un petit peu sur ces réseaux sociaux parce que
Bon, c'est évidemment interdit en France avec la loi E20, mais c'est vrai que c'est très compliqué à contrôler et à cerner, puisqu'on est vraiment sur une forme de marketing protéiforme et interactif qui intègre en fait plusieurs acteurs. Alors évidemment, vous avez en amont l'industrie du tabac, donc il va diffuser des messages vers les internautes. Donc on se retrouve ici dans une situation assez classique par rapport à des médias plus traditionnels. Ce qui va changer par rapport à des médias plus traditionnels, c'est la possibilité d'interaction, hein, puisque les messages diffusés sur les réseaux sociaux, ils vont être d'autant plus efficaces qu'ils vont engager et faire interagir l'internaute à travers des likes, des commentaires, des partages, etc. Mais ce ne sont pas les messages les plus efficaces, hein, ces messages qui émanent de la source industrie. En fait, ce que font également beaucoup les industriels, c'est qu'ils créent des partenariats avec des relais ou des influenceurs sur les réseaux sociaux, des streamers plus ou moins connus, hein, en local, en national, international, les vendeurs de tabac, les discothèques, les bars, etc., qui eux-mêmes donc vont proposer et diffuser des messages sur les réseaux sociaux sur le tabac et vont ensuite, bien sûr, diffuser ces messages vers les internautes en provoquant, dans la mesure du possible, des interactions, puisqu'encore une fois, c'est vraiment ce mode d'influence qui est le plus efficace. Et l'idéal également, et ce qui fait le succès d'un message publicitaire diffusé sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est que les internautes s'emparent eux-mêmes de ces messages. Alors, soit rediffusent les messages des influenceurs, des relais, etc., vers leur communauté d'internautes, ou créent eux-mêmes des messages avec leurs propres photos ou autres. Alors, ce qui est très compliqué dans ce schéma, c'est que finalement, on a énormément de difficultés à savoir qui finance quoi. Si ces messages émanent d'internautes lambda ou s'il y a vraiment, ou d'influenceurs lambda, ou s'il y a vraiment un lien et un partenariat financier avec les industriels du tabac. Quoi qu'il en soit, il y a un certain nombre d'études, hein, j'en montre une ici, mais il y en a beaucoup plus, qui montrent clairement que plus les jeunes sont exposés à ces messages du tabac sur les réseaux sociaux, et plus ils s'engagent dans ces messages, hein, liker, commenter, etc., et donc il y a un lien très clair positif entre ces comportements sur les réseaux sociaux et puis la consommation de tabac chez les jeunes. Alors le deuxième élément que je voulais aborder ici en termes de marketing, hein, c'est de parler un peu des nouveaux produits qui sont proposés par l'industrie du tabac et qui sont affichés comme étant moins risqués pour la santé. Alors vous avez tous probablement entendu parler du tabac à chauffer. Donc en France aujourd'hui, le produit phare de Philip Morris, hein, c'est par exemple IQOS, I Quit Ordinary Smoking, avec, vous voyez, des produits extrêmement designés, de belles couleurs, avec également des arômes, et puis des messages assez ambigus, hein, quand on regarde sur leur site internet ou autre, IQOS, une meilleure alternative que les cigarettes. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau du positionnement national et international de Philip Morris aujourd'hui, eh bien, la stratégie de Philip Morris aujourd'hui, c'est de dire qu'il développe des alternatives moins nocives qui vont remplacer à terme la cigarette. Et c'est aussi l'objectif, hein, de la fondation qui a été créée, financée par Philip Morris, qui s'appelle Fondation pour un monde sans fumée, hein, qui veut donc à terme remplacer cette cigarette et la fumée et la nocivité que la fumée entraîne. Alors, si on regarde un peu ce qu'explique la présidente actuelle de Philip Morris en France, bien, le message est un peu ambigu, c'est-à-dire qu'on a le sentiment, en lisant ces témoignages, hein, que le tabac a chauffé parce que en fait, les composés toxiques et potentiellement toxiques sont réduits de manière significative par rapport à la cigarette classique. Bien, en lisant ça, on se dit ah bah c'est certainement moins dangereux que la cigarette classique. Aujourd'hui, sur le plan scientifique, il n'y a absolument aucune preuve que ce tabac à chauffer est moins dangereux que la cigarette classique. Et puis également, dans les interviews que la présidente de Philip Morris France peut réaliser, eh bien, elle explique qu'en fait, le tabac à chauffer propose aux fumeurs une alternative. Hein, donc, en fait, la crainte depuis toujours de l'industrie du tabac, c'est que les fumeurs s'engagent vers la réduction de leur consommation de tabac et arrêtent de fumer. Donc, ce qu'ils vont faire depuis plusieurs décennies déjà, c'est qu'ils vont essayer de trouver une troisième alternative, une troisième voie ou un troisième pilier, comme elle l'explique, pour que les fumeurs évitent cet arrêt et cette réduction du tabagisme. Donc aujourd'hui, le tabac à chauffer, ça représente ce troisième pilier. Alors on se dit, est-ce que c'est si nouveau que ça? Est-ce que vraiment on peut croire que l'industrie du tabac souhaite réduire ses risques et basculer vers du tabac à chauffer?
il faut se poser la question. Vous vous souvenez tous des cigarettes légères qui sont apparues en France dans les années 60-70. C'est exactement la même stratégie. On retrouve ça dans les documents internes. Les cigarettes légères étaient proposées par l'industrie du tabac comme une troisième alternative, plutôt que l'arrêt et la réduction du tabagisme. Or, on sait aujourd'hui très clairement que les cigarettes légères n'avaient légère que le nom. C'est la raison pour laquelle la mention légère a été interdite dans beaucoup de pays, puisqu'elle incitait à tromper les consommateurs. Alors, est-ce que ces positionnements de l'industrie du tabac avec ces nouveaux produits moins risqués, entre guillemets, pour la santé, est-ce que ce positionnement est crédible? Écoutez, je vous laisse juger, mais en tout cas, c'est assez intriguant de constater que l'industrie du tabac est toujours très agressive et très présente avec des produits classiques du tabac dans les pays en voie de développement, et que l'industrie du tabac est également toujours très agressive et présente pour bloquer toutes les formes de contrôle du tabac ou de prévention tabagique qui colleraient à la Convention cadre anti-tabac de l'OMS dans les différents pays du monde. Je voulais terminer par ce point-là. Ça fait quelques temps déjà que je travaille sur le lobbying, et j'ai repris du coup une enquête, une diapositive proposée par Marc-Antoine tout à l'heure, qui met en miroir l'évolution des prix du tabac avec les ventes qui baissent. Donc plus les prix augmentent, plus les ventes baissent. Alors, ces stratégies de prix, comme l'ont expliqué les différents intervenants tout à l'heure, on sait très clairement, et c'est montré au niveau de la littérature, que c'est une stratégie hausse de prix régulière et forte, sont des stratégies extrêmement efficaces pour baisser la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie du tabac va développer des attaques extrêmement régulières contre ces hausses des prix qui sont en place dans un certain nombre de pays. Alors, je voulais vous présenter, je ne vais pas aller dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais il y a des travaux extrêmement intéressants qui analysent en fait ces enquêtes, ces stratégies de lobbying de l'industrie du tabac pour contrer la hausse des taxes proposées par certains pays. Et donc, parmi les arguments proposés, lancés au niveau lobbying par l'industrie du tabac pour faire en sorte que les taxes restent extrêmement faibles, il y a l'argument numéro 1, qui est vraiment le plus utilisé, même dans des pays où il n'y a pas vraiment beaucoup de contrebande, c'est que l'augmentation des taxes va entraîner du commerce illicite, en particulier la contrebande, et de la criminalité organisée. Donc ça, c'est clairement l'argument majeur qui revient dans les arguments de lobbying. Que cette taxe est injuste pour les prix, les groupes les plus pauvres de la société, punitive pour les fumeurs, que les hausses des taxes vont avoir des répercussions négatives économiques sur les entreprises locales et les emplois, et puis une perte également au niveau fiscal, évidemment, pour les gouvernements. Et que, enfin, vu que le trafic illicite va se développer, les hausses de taxes et les hausses de prix du tabac vont faciliter l'accès des jeunes aux produits du tabac. Et l'industrie du tabac nie de manière catégorique le lien, pour ces différentes raisons, entre l'augmentation des prix du tabac et la réduction de la consommation. Voilà, principalement pour les arguments utilisés par l'industrie du tabac pour lutter contre l'augmentation des taxes et des prix. Alors, je voulais m'arrêter un petit peu sur l'argument, sur la thématique, l'argument majeur, c'est-à-dire une augmentation du commerce illicite et de la contrebande. Il y a des études qui ont été réalisées également et qui montrent qu'en fait, les études fournies en Europe, par exemple, pour mesurer et pour indiquer le niveau du trafic illicite par les cigarettes, bien, ce sont des études qui sont pour partie financées par l'industrie du tabac. Par exemple, Philippe Maurice travaille avec KPMG pour réaliser ces études sur le trafic illicite dans les différents pays. Et les travaux publiés en Tobacco Control, par exemple, ont montré que ces études avaient tendance à surestimer les trafics illicites dans les différents pays du monde. Donc, dans la logique de ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce qui pourrait être intéressant comme stratégie, puisque finalement, l'industrie finance des consultants pour faire ces études, qui surestiment donc le trafic illicite des cigarettes dans les différents pays. Puis ensuite, donc, au niveau de chaque pays, eh bien, l'industrie du tabac ou ses représentants reprennent ces chiffres pour montrer à quel point la hausse des prix et la hausse des taxes est un problème et que ça ne fait pas du tout baisser la consommation, mais au contraire, ça augmente juste la consommation, le trafic illicite. Alors, il y a un rapport donc, récent, KPMG, qui est sorti en 2019 et qui montre qu'effectivement,
Alors, si on regarde les chiffres de 2019, la France apparaît comme le pays où il y aurait le plus de contrebande et de trafic illicite du tabac. Et intéressant, quand on va sur le monde du tabac, qui est piloté par les buralistes, on retrouve ces chiffres de KPMG associés à l'argumentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ils estiment à environ 30,1% de trafic illicite en France. Conséquence, donc l'explication de ça, conséquence directe de l'augmentation des prix du tabac en France. Voilà, donc je vais conclure là sur ces 3 points. Je voulais, en lien avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, redire qu'on est vraiment sur des stratégies extrêmement positives et qui montrent leur efficacité en France, mais également dans d'autres pays, mais qu'il faut toujours rester vigilant parce que, comme vous pouvez le voir, l'industrie du tabac est très dynamique, très active et a les moyens d'embaucher les meilleurs, que ce soit en marketing ou en lobbying. Donc, il faut rester vigilant et continuer régulièrement à maintenir des plans. Il faudra le faire également au-delà de 2022, bien sûr en s'appuyant sur les mesures evidence-based proposées par la Convention cadre anti-tabac de l'OMS. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Karine pour cette mise en perspective. Est-ce que vous pouvez effectivement arrêter le partage d'écran, qu'on vous revoie à l'image? Merci. Je ne sais pas s'il y a eu des questions sur le chat. Je vais me mettre un peu plus dans l'angle. S'il y a eu des questions sur le chat ou pas, qu'on pourrait donc relayer à Karine Galopel-Morvan. Donc on voit bien en tout cas que ces stratégies marketing se mettent en lien avec les questions qu'on a évoquées tout à l'heure via les enquêtes ESCAPAD et ESPAD par exemple pour les adolescents sur l'accessibilité au tabac, l'accessibilité perçue, l'accessibilité est-ce qu'il est facile ou pas d'acquérir des cigarettes quand on est mineur aujourd'hui en France ou en Europe, et également sur toutes les questions que Marc-Antoine Douchet a montré que l'enquête faite, les analyses faites par l'OFDT dans le cadre du premier confinement, dans le cadre du numéro de tendance 139 qui a été publié fin septembre, montre bien que la fermeture complète des frontières, comme l'aurait évoqué tout à l'heure Marc-Antoine Douchet, a eu un effet direct sur les ventes de tabac. Donc plus que de contrebande ou de commerce illicite, on a bien un effet qui convient de mieux définir encore sur l'achat transfrontalier, qui celui-là est effectivement aux alentours de 20 à 25% du marché, avec un effet forcément multiplié au niveau des départements frontaliers. Donc je vais repasser le micro à Fabrice Guilbault pour relayer une des questions qui peut intéresser à la fois vous intéresser Karine ainsi que Marc-Antoine Douchet. Oui, une question qui porte sur la... est-ce qu'il y a des réflexions en cours, réglementaires, législatives, pour mieux réguler la question de la visibilité des produits du tabac et de la cigarette sur Internet ? Je me permets d'ajouter une question qui me vient en tête. Tout à l'heure, on parlait beaucoup des différences entre pays européens, opposant notamment au nord, sud, etc., et des planchers bas atteints par certains pays. On remarque quand même que l'Islande est relativement isolée, donc au milieu de l'Atlantique, et que les pays scandinaves ont des politiques publiques proches, semble-t-il. Alors que la position géographique de la France est assez singulière. Il y a beaucoup de frontières, des pays qui ont des politiques publiques relativement différentes, des prix différents, des accessibilités différentes. Est-ce que ça suscite aussi des éléments d'explication dans la trajectoire française parmi ses voisins européens ? Oui, alors sur la législation par rapport aux réseaux sociaux, bien évidemment, c'est interdit par la loi E20. Donc, toutes les formes de publicité, dès lors qu'il y a une transaction commerciale derrière ces publicités, ces publicités sont interdites par la loi E20. La difficulté c'est pour ça que je vous montrais un peu le schéma sur les réseaux sociaux, c'est de savoir et d'être sûr que derrière, et de trouver finalement les contrats, d'être sûr que l'industrie du tabac est derrière. C'est évident que l'industrie du tabac est derrière et paye des influenceurs pour diffuser des messages en faveur du tabac. Maintenant, il faut les preuves. Et puis, il faut également, l'autre solution qu'il faut adopter pour la publicité en général, et les réseaux sociaux n'échappent pas à la règle, c'est du contrôle, des observatoires réguliers et du contrôle. Or, on a un peu plus d'argent aujourd'hui en France grâce au fonds d'addiction, mais c'est vrai qu'on a assez peu d'acteurs finalement
qui se positionnent sur ces observatoires et ces contrôles de la présence des produits du tabac sur les réseaux sociaux. Alors, sur la question des différences entre pays, oui, alors après, moi, le but de mon propos n'était pas du tout de dire qu'il n'y a pas de... Alors évidemment, les achats transfrontaliers, c'est encore autre chose par rapport au trafic illicite. Je ne voulais pas du tout dire qu'il n'y en avait pas, c'est clair qu'il y en a, et que les hausses des prix peuvent provoquer ces stratégies. Maintenant, là où je voulais mettre en garde, être alertée, parce que la littérature l'a clairement montré, c'est qu'en fait, les chiffres que l'on entend très souvent repris par les journalistes, etc., eh bien, ce sont des chiffres finalement de sociétés de consultants financées par l'industrie du tabac. Donc, en fait, ce qu'il faut absolument faire par rapport à ce trafic illicite ou les achats transfrontaliers, c'est qu'il faut croiser les données. Je crois que Marc-Antoine en a parlé tout à l'heure. Il faut vraiment croiser les données, déjà en regardant ce qui se passe au niveau des déclarations d'arrêt du tabac, les enquêtes baromètre santé ou les enquêtes ESPAD, etc. de l'OFDT. Regardez également ce qui se passe au niveau des douanes. Les douanes peuvent aussi fournir des informations intéressantes sur les trafics qu'ils interceptent. Et puis voilà, surtout avoir des données qui sont clairement indépendantes de l'industrie du tabac, puisqu'on voit bien que c'est une stratégie qui va être utilisée par ces industriels pour gonfler et surestimer ces chiffres. Alors oui, c'est sûr qu'en France, c'est probablement un pays moins simple que des pays comme l'Islande ou peut-être l'Australie. Mais néanmoins, je pense qu'en mettant en place des contrôles réguliers, et puis les douanes le font, parce que forcément, ce sont des taxes et des impôts, des taxes en moins pour le gouvernement. Donc il y a des mesures de contrôle, bien on peut réduire ce trafic illicite très clairement. Et puis après, pour les achats transfrontaliers, c'est sûr qu'au niveau de l'Europe, il faudrait arriver à une politique d'harmonisation des prix. Écoutez, merci beaucoup pour ces éclairages. Effectivement, les dernières directives européennes et les dernières mesures prises pour limiter les achats de cartouches de cigarettes dans les pays transfrontaliers viennent vont sans doute avoir un effet aussi sur les volumes d'achat à l'étranger, sachant que c'est une des difficultés, comme vous l'avez évoqué, Karine, et comme sur lequel jouent effectivement ces consultants, c'est le lien entre commerce illicite, c'est-à-dire de contrebande, le commerce à la sauvette. On a vu récemment fleurir une étude sur les ventes à la sauvette sur 3 ou 4 points de vente sur la région parisienne et les choses montées en généralité au niveau national, avec une question donc, qui est posée, c'est-à-dire qu'est-ce qui est effectivement de l'achat transfrontalier qui, lui, est conforme aux directives européennes et qui peut être contrôlé par les États. Il y a des volumes qui sont maintenant limités à une cartouche, si je ne me trompe pas, depuis cet été. Et qu'est-ce qui est effectivement illégal. Donc, jouer sur ces différents niveaux, ça fera donc un lien, comme je le disais en début de ce webinaire, sur la série de webinaires que nous organiserons en 2021 pour les 25 ans d'observation de l'OFDT. On aura à cette occasion un bilan des 30 ans de la loi E20 sur les questions liées au tabagisme. Et ce sera aussi donc l'occasion de revenir sur les effets des politiques publiques qui portent leurs fruits, effectivement, pour lutter contre l'accès au tabagisme. Je vous remercie donc toutes et tous pour votre présence donc en ligne aujourd'hui, aux 5 intervenants, et à vous, Karine, d'être en direct de Rennes, de l'École des hautes études en santé publique. Merci à tous, et donc vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube dans les prochaines heures. Bonne matinée, bonne fin de matinée, et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.